Quel devra être aujourd'hui son rôle à la suite de ce que nous avons entendu émanant de vous, de vos propos en tant qu'expert, les craintes, les alertes et certainement les perspectives, son rôle spécifiquement parlant? Mais le rôle doit rester le même. C'est-à-dire que là où les changements doivent intervenir, c'est en termes de doter cette structure en moyens. Je crois que si on veut que les structures travaillent au Sénégal, les institutions, que ce soit les directions ou les agences, il faut que ces agences aient les moyens en termes des hommes qu'il faut en qualité et en quantité, et des moyens de fonctionnement, c'est-à-dire équipement et moyens financiers. Je crois que c'est là où véritablement on doit intervenir. Je reviendrai aussi sur un aspect lié à l'aspect humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Quand il y a des gens compétents, comme il le faut, à la tête des agences et autres, ils doivent également faire de telle sorte qu'ils puissent mobiliser des financements et pouvoir faire fonctionner correctement ces agences. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Et c'est la vieille chanson, hein. En tout cas dans les pays du Sud, hein, à chaque fois on invoque l'État qui n'a pas été très généreux ou qui n'assiste pas financièrement. Mais je m'arrête encore sur le cas de l'ANAM un peu. Sans ces moyens, puisque aucune structure dans notre zone, même au-delà même de la pêche, ne dispose des moyens suffisants pour faire son travail. Alors, pour le cas propre de l'ANAM, que vous comprenez un peu, son mode de fonctionnement et certainement les objectifs qui lui sont assignés, qu'est-ce que l'ANAM devrait pouvoir réussir aujourd'hui sans que l'État n'ait à intervenir et qu'elle ne dise pas que je n'ai pas de moyens? Mais en fait, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'abord s'associer aux autres institutions, c'est-à-dire que chaque institution a quelques moyens. Quand on mutualise les moyens et on essaie de travailler ensemble, je crois que ça permet de réaliser beaucoup de choses. L'autre aspect dont je parle, c'est également de pouvoir élaborer des projets et aller voir les bailleurs de fonds. Il y a des institutions qui fonctionnent sur ce modèle. Quand l'État n'a pas tous les moyens, mais il faut être imaginatif et également aller chercher ces moyens. Voilà, professeur, quels sont souvent les rapports qu'il y a entre ces bailleurs de fonds ou ces ONG qui sont parfois sous le contrôle de bailleurs, en tout cas des organes de financement naturel? Quels sont très souvent le rapport avec les agences qui sont dans le sud? On parle de complaisance parfois, de facilitation à des fins personnelles qui ne soient pas celles de la communauté, de l'entreprise ou du secteur en général. Je partage, moi je partage pas cette avis. Je crois que une structure doit avoir un plan stratégique, savoir ce qu'on doit faire. Une fois que tu as ton plan stratégique, tu définis les activités que tu dois mener pour atteindre ce plan, les objectifs de ce plan stratégique. Et donc, ce ne sont pas les bailleurs qui vont te dicter ce que tu fais, mais tu iras voir les bailleurs en fonction de ce que tu veux faire, c'est-à-dire de ton plan stratégique. Donc, dans ce cas, ce n'est pas les bailleurs qui vont te dicter ce que tu vas faire ou autre. Voilà. Ok, maintenant, la dernière question liée à cette rubrique Connaissance avec. Qu'est-ce que l'ANAM peut apporter concrètement et immédiatement à ces pêcheurs, aux gens qui sont dans la pêche, immédiatement? Mais l'ANAM, une des responsabilités de l'ANAM, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollution, de prévenir et également d'être plus ou moins la police en termes de pollution. Je crois que si c'est bien fait, ça peut être très rentable pour nous. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Parce que quand il y a une pollution, ce qui se passe, c'est que les poissons qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les poissons qui mangent les autres poissons, concentrent les éléments de pollution dans leur corps. Et malheureusement, c'est des poissons que nous adorons manger, comme le... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle encore? Comme les cèpes et autres. Ce sont des carnivores et autres qui mangent d'autres poissons.
ces poissons ont tendance à concentrer la pollution, surtout quand c'est des éléments très toxiques. Donc je crois que si l'ANAM nous aide à nous débarrasser de la pollution, ce serait bien pour les populations en termes de santé publique, ce serait bien en termes de préservation de nos ressources halieutiques. Voilà, dans ce cadre de préservation des ressources halieutiques, on sait qu'il y a un peu de répression dans le code, ou en tout cas, si on considère que la sensibilisation n'a pas encore fait son effet, puisque l'homme est lui-même un pollueur par essence, et même ceux qui sont dans la pêche, eux-mêmes sont des facteurs de pollution. Pour revenir un peu sur les textes dont vous avez parlé, un peu sur la répression, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la police, mais faire la police totalement pour le cas de l'ANAM, pour boucler ce chapitre sur l'ANAM? Qu'est-ce que vous appelez faire la police? La répression des sanctions directes à ceux qui ont fauté contre la préservation de... Bon, quand la faute est constatée, on peut réprimer. Mais quand on n'a pas tous les moyens qu'il faut pour surveiller, contrôler et autres, c'est très difficile d'appliquer des sanctions. Donc je crois que sur le point concernant la surveillance et le contrôle, bon, l'État doit vraiment aider l'ANAM à mieux faire ça, en fournissant des moyens. Et j'invite l'ANAM aussi à se joindre avec d'autres structures qui sont dans la sous-région. Je les invite à travailler avec ma structure par exemple. Et on peut monter des choses ensemble et pourquoi pas régler les questions qui se posent à nous. Alors nous allons, professeur, je rappelle notre professeur, notre invité, professeur Pape Samba Diouf, dans cette émission Espace et Vie, que nous tournons en pleine mer, sans aucun risque, avec beaucoup de plaisir. Et toute l'équipe donc qui est avec nous. Nous allons passer donc à la troisième rubrique qui parle de la pêche illicite. Et là, ce sont les gros morceaux des dégâts qui sont causés dans nos océans. Tout de suite, c'est le coup de cœur, puisqu'il y a des initiatives et des organisations allant dans le sens, s'ils ne réussissent pas à éradiquer ce phénomène, au moins le réduire sensiblement. C'est Ibou Diouf qui nous en parle. La sous-région ouest-africaine est réputée pour ses côtes poissonneuses. Annuellement, les eaux de cette partie du continent sont exploitées et les ressources pillées, une manière de faire qui cause d'énormes préjudices au secteur de la pêche. En gros, en fait, ce qu'on appelle la pêche illicite, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, qui concerne l'ensemble des navires étrangers et même nationaux. C'est une forme de pêche qui est nocive pour la protection de la ressource, de l'environnement marin et autres. Cette pêche illicite, non déclarée, non réglementée, communément que nous appelons la pêche INN, prend une ampleur drastique, inquiétante en Afrique de l'Ouest. Je peux dire, si on doit comparer la pêche INN à une maladie, moi je dirais que c'est le VIH-Sida. La pêche illicite constitue actuellement une problématique prioritaire pour les autorités de nos États qui s'emploient à le combattre. D'abord, il y a la destruction de la ressource, et pour reconstituer la ressource, ça prend du temps, ça prend beaucoup de moyens. Il y a cette désorganisation du secteur, qui fait en sorte qu'au point de vue économique, les retombées ne sont plus attendues, ne peuvent plus être espérées.